Merci beaucoup pour ces deux interventions. Et je voudrais essayer de brièvement poser une question qui lie les deux communications et peut-être aussi le sujet de colloque. C'est le rôle privilégié de polychromie, dont vous deux avez souligné ce rôle privilégié dans la théorie de Semper et aussi dans un rejet de Winkelmann, en quelque sorte. Et donc, c'est la question qui me concerne, parce que Semper retient les mots dans ses théories qui viennent du textile, Bekleidung, bekleidet, mais il souligne la polychromie dont, en quelque sorte, la perspective change vers l'ornement, vers la couleur, par le biais de polychromie. Donc, ma question, c'est quelles sont les raisons pour la polychromie au lieu d'une autre matière comme le textile pour parler de l'ornement ou de couleur? Est-ce qu'il y a des raisons historiques, politiques, pour souligner la polychromie au lieu de notre matière, ou notre technique, qui est le textile ou les tapisseries? Merci pour votre question. Je vais essayer de répondre. C'est une question très intéressante. Je crois qu'une des raisons, une des causes de la dominance de la polychromie, ce sont les restes archéologiques. Le débat a été déclenché par la redécouverte de restes de traces de polychromie sur les statues du Parthénon et à Égine, par exemple. Quatremer cite des auteurs anciens qui parlent de l'habitude d'habiller les statues. Il parle des vestitores romains, par exemple, dans les temples. Mais à mon avis, chez Semper, au moins, la polychromie architecturale est en quelque sorte... Elle prend précédence sur la textile, parce que la polychromie, pour lui permet de poser la question de la représentation architecturale. Et c'est seulement après 1830, quand il développe son idée de la représentation en architecture, les 4 techniques principales, que le textile devient plus important, prend une précédence conceptuelle sur la polychromie. Mais c'est la polychromie qui déclenche, je pense, sa conception d'histoire de l'architecture comme culture matérielle. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui. Oui, moi j'aurais effectivement dit à peu près la même chose, en soulignant peut-être le fait que dans le parcours de Semper, il y a un croisement de découvertes archéologiques effectivement contemporaines, et puis d'une découverte aussi du philhellénisme. C'est-à-dire que c'est absolument concomitant, la découverte du fait que les monuments anciens portaient les couleurs et d'une reconquête de la Grèce contre le monde turc, reconquête dans laquelle il est personnellement engagé. Et du coup, la polychromie revêt peut-être une dimension, ce que j'ai appelé dionysiaque, supplémentaire, qui l'oblige à prendre des distances avec les os de mammouth blanchis de Winkelmann. Et effectivement, j'ai l'impression que la question des matériaux et des textiles comme matériaux devient dominante un peu plus tard. Oui, à Londres. Oui. Oui. Oui, Michael Kneem de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Merci pour vos deux exposés qui étaient fort intéressants, qui ont stimulé en moi surtout une question.
qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Semper? Ou est-ce que nous croyons pouvoir apprendre quelque chose de Semper? Par exemple, il y a un fond politique derrière ce que Semper fait. C'est quelque chose qui nous adresse à nous maintenant. Ou bien, surtout, ce que je trouvais très intéressant chez Caroline Fanek, la proposition du fétichisme en art, que si j'ai bien compris, Catherine de Quincy qui disait c'est l'art qui crée les dieux, et pas l'inverse, c'est pas la religion qui crée les dieux, non, c'est une sorte de définition du fétichisme, si j'ai bien compris. Hein. Et voilà. Et maintenant, est-ce que ces propos, et puis Semper qui reprend des éléments d'idées de fétichisme, et Warburg qui en reprend, est-ce que Semper, en disant ça, et nous, en interprétant Semper, est-ce que nous formulons une sorte de vérité éternelle, une vérité anthropologique, c'est-à-dire une vérité qui s'applique aussi à notre situation? Chez nous, l'art est une sorte de fétichisme. Vous voyez peut-être ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est l'inverse, que nous avons tendance de porter nos interprétations de notre temps, de notre époque, aujourd'hui, sur l'art peut-être, l'art contemporain, vers le 19e siècle, nous trouvons des éléments au 19e siècle qui disent « Ah voilà, c'est le fétichisme ». Déjà Semper le disait, déjà Warburg le disait. Donc ce sont des vérités anthropologiques constantes, ahistoriques d'une certaine manière. Merci Michael. Je crois que la leçon de Semper pour nous maintenant, c'est qu'il nous offre un modèle de faire une histoire de l'art ou de la culture matérielle mondiale, qui offre une alternative aux études qui partent du problème de globalisation. Parce que l'histoire de l'art mondial à ce moment, le World Art Studies, ce sont des études de globalisation plutôt. C'est un discours politique de connectivité mondiale. Tandis que ce que montre Semper, ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'il y a des constantes dans les façons dont les humains font des artefacts et que ces constantes, nous pouvons les récupérer. Donc ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est que je pense que Semper, comme Warburg et Quatremer, ont signalé que la tendance au fétichisme, c'est une tendance normale humaine. Ça fait partie de la façon dont l'esprit humain est constitué. Ce que nous pourrons ajouter maintenant, ce sont les connaissances que les psychologues de développement enfantin, comme Winnicott, ont apportées sur une base d'observation clinique et répétable, sur ce qui se passe dans les premiers stades du développement de l'enfant, où se sont créés ce qu'on appelle cet attachement aux objets. Donc nous avons une sorte d'évolution d'une psychologie générale de la religion à une psychologie individualiste du développement de l'enfant qui nous explique pourquoi nous inclinons aussi avec autant de ferveur devant les magasins de Apple que les contemporains de Semper dans le Great Exhibition. Peut-être pour la politique, vous voulez ajouter? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas concevoir Semper comme quelqu'un qui nous apporterait actuellement des vérités immuables, mais comme quelqu'un qui dirige le regard vers un certain nombre de phénomènes et encourage effectivement à cette histoire de l'art global. Les phénomènes en question, c'est les matériaux. Et c'est quelque chose évidemment de très important que ce virage vers l'attention portée aux arts appliqués. J'ai l'impression aussi qu'actuellement on s'intéresse beaucoup au formalisme et à la genèse du formalisme. Et le fait que le formalisme est une racine fondamentale chez Semper, c'est quelque chose sur quoi nous devrions encore réfléchir. Quant au contexte politique, si j'ai essayé de le décrire, c'est simplement pour montrer presque que Semper n'est pas un penseur isolé délivrant des vérités éternelles, mais quelqu'un dont la pensée se construit dans une suite de dialogues permanents avec des phénomènes de l'époque, des épisodes de l'histoire contemporaine. Oui,
Oui, bonjour à tous, Muriel Van Vliet de l'Université de Paris 1. Ma question, au départ, elle est plus orientée vers le propos de Caroline Van Eck, à savoir l'importance de Quatremer de Quincy. En fait, j'aurais aimé savoir, peut-être que vous l'avez dit, mais je n'ai pas forcément bien compris, comment est-ce qu'il a pris connaissance de ces ouvrages, en fait, par l'intermédiaire de quel cercle, en fait, à Paris. Et après, en fait, demander si, du coup, on pouvait trouver chez Semper, avec d'autres auteurs en parallèle, en fait, une origine d'un tournant anthropologique de l'histoire de l'art, enfin, qui va après se dessiner avec la création de musées, jusqu'au XXe siècle. Est-ce qu'on peut voir, est-ce que vous pouvez considérer que c'est un jalon important de ce tournant anthropologique, ou est-ce que c'est simplement des prémices? Dans quelle mesure est-ce que ça reste européanocentré ou pas, des choses comme ça? Et ma question après pour Monsieur Espagne, ce serait, est-ce que quand il y a un tournant anthropologique dans l'histoire de l'art, est-ce que ça a forcément des implications politiques? Parce que finalement, on n'est plus du côté de Hegel, c'est-à-dire d'une importance finalement donnée à l'État sur l'individu, mais centré sur la raison qui doit traverser l'histoire, etc. Mais tout à coup, on se retrouve avec une sensibilisation à des peuples extra-occidentaux, et donc forcément, on a une coloration politique plus républicaine du côté de Humboldt, etc. Donc, est-ce qu'il y a aussi, en fait, se joue à travers l'histoire de l'art et son évolution aussi un tournant politique, enfin, implication politique? Merci. Semper a connu le Jupiter olympien de Quatremer ou bien par Hittorf, ou bien parce que Quatremer, comme secrétaire perpétuel de l'Académie, était quand même assez connu dans les milieux architecturaux. Et en 1829, le scandale, ou peut-être le scandale, éclate autour de la reconstruction de la brousse de Paestum. Et là aussi, Quatremer joue un rôle très intéressant, toujours pas entièrement compris, parce que il y a toujours un grand désaccord sur le point exact de la dispute. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça nous mènerait ailleurs, je pense. Mais c'est Hittorf ou bien l'Académie, l'école des Beaux-Arts. Et la deuxième question, l'influence de Semper, ou la réception de Semper, c'est quand même très partiel, parce que d'abord, il a été assimilé par Hegel comme un formaliste, qu'il n'était pas dans le sens... Il s'intéressait beaucoup aux formes, mais il n'était pas formaliste, dans le sens d'un essentialisme formaliste. Il a été ensuite vu comme le précurseur du formalisme dans l'architecture moderniste, mais donc c'est pas là que son héritage anthropologique a passé, c'est plutôt par des gens comme Faucillon, ou par un biologue comme D'Arcy Thompson et ses travaux sur l'évolution des formes dans le domaine des plantes et des animaux. Mais on voit aussi une sorte de renaissance des idées de Semper. Dans les musées, par exemple, le Victoria and Albert Museum maintenant travaille beaucoup sur la connectivité, mais en termes d'échange et de transfert de répertoires formaux dans la culture matérielle. Donc c'est lent, mais ça commence à venir. Oui, je pense qu'il n'y a pas de connexion nécessaire et obligatoire entre anthropologie et politique. Elle est plutôt indirecte, puisque l'anthropologie implique que l'on s'intéresse à des arts non européens ou à des formes non consacrées. Cette ouverture et cette remise en cause du culte du beau est en soi déjà quelque chose qui peut avoir une connotation politique. Je crois que ce qui est très important, c'est la connexion entre l'anthropologie et les sciences de l'Antiquité. C'est quelque chose dont on n'a pas peut-être encore... enfin, on en a parlé, mais je pense qu'il faut souligner le rôle des découvertes archéologiques qui donnent cette dimension anthropologique aux réflexions de Semper. Un mot simplement sur le formalisme. J'ai été surpris en étudiant un petit peu les théories de la Einfühlung, de l'intuition et du formalisme autour de 1900, de voir que leur maître à penser, leur référence dans l'espace allemand, que ce soit Theodor Lils ou Johannes Volkelt, c'est
Zemper, visiblement, ils puisent dans cette œuvre. Oui. Alors peut-être à tort, mais en tout cas pour eux, c'est un moteur important. Oui, quand on lit des styles, surtout en allemand, la traduction anglaise a tendance à un peu réprimer la charge des métaphores. Mais on peut compter dans la dizaine les métaphores animistes qu'il emploie. Il y a partout, il y a la matière qui est animée, les pierres qui se mettent en marche, etc. Donc il y a tout un répertoire de stratégies de Einfühlung dans le texte. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter quelque chose? Par exemple, moi, j'étais très frappée de voir comment l'entrée par les religions, par l'histoire des religions, qu'il relie aussi au comparatisme religieux du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec une tradition très propre à une grande érudition, études comparées des religions, études des monuments des religions, etc. Bon, on entre là par l'anthropologie des religions dans un paysage totalement neuf. Enfin, je crois que c'est ce qu'on entendait bien tout à l'heure. Hein, on entre dans un paysage intellectuel totalement neuf. Et pour revenir sur la question du politique, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'idée même que l'architecture, ce soit l'échafaudage ou le théâtre du rituel, et il y a quelque chose là, il y a une formule d'une richesse merveilleuse. Évidemment, on a un peu tendance à l'écouter avec une oreille nietzschéenne, mais si on voit que, si j'entends bien, cela a été élaboré dès les années 1830 par Zemper, on a là quelque chose qui est tout à fait fascinant. Au fond, ce serait une merveilleuse manière de comprendre ce que Jacques Rancière appelle le partage du sensible. On est bien là dans un champ politique, à partir du moment où il s'agit que l'architecte prenne en charge la théâtralité du rituel qui fait la société, au sens que tu le disais, hein, la société comme artefact. Donc là, je dirais que c'est peut-être là la question de l'échelle du politique. À quelle échelle doit-on penser le politique? On voit bien que Zemper joue surtout à toutes les échelles, puisqu'il est à la fois un fugitif. L'idée qu'il ait voulu publier c'était quoi déjà, les mémoires d'un hors-la-loi, c'est ça? Des mémoires d'un hors-la-loi, c'est un fugitif, c'est un homme qui fréquente les milieux d'exilés à Londres, à Paris, à Zurich, donc c'est déjà quelque chose de tout à fait fondamental, mais également parce qu'il nous oblige à penser le politique à une autre échelle, qui, elle, est toujours d'actualité. De ce point de vue, pour revenir sur la question que Michael posait tout à l'heure. Voilà. Oui. C'est une intervention comme ça. Oui, en fait, c'est Zemper qui a inspiré Nietzsche. Il se connaissait dans le milieu de Wagner. Nietzsche a été employé par Wagner à soutirer des dessins à Zemper sans payer, par la volonté de Cosima. Non, on peut très bien faire le cas que c'était Zemper qui a inspiré la métaphore ou la théorie du rite bacchique, du théâtre comme l'origine de la société, qu'il a inspiré à Nietzsche, qui connaît très bien Zemper. Oui. Et je crois que le temple par excellence, c'est l'opéra de Dresde avec ses deux versions successives. Oui, tout à fait. Et le choix de l'ornement, le chariot avec Bacchus et ses léopards. Oui. Oui. Au lieu d'Apollon avec les muses à Berlin. Ça dit tout.